Alors, on va aborder pendant 2 heures les précautions complémentaires. D'accord? Donc, on avait vu dans une première partie les précautions standards, qui étaient, on a dit, le code de la route du soignant, les mesures à appliquer pour la prise en charge des patients. Vous avez vu après une autre partie qui était le bionettoyage. Et là, on va aborder tout ce qui est précautions complémentaires. Alors, petit rappel sur nos précautions standards pour qu'on soit d'accord sur la suite. Donc, le port du masque chirurgical, ça c'est pendant la période d'hiver, c'est un petit peu les nouveautés depuis la période Covid, où je vous rappelle, il y a un protocole à l'hôpital où en période hivernale, on demande aux soignants de porter le masque systématiquement en contact avec un patient. D'accord ? Après, je vous rappelle que vous, le port du masque chirurgical, si vous êtes malade, si vous avez des symptômes d'éternuement, vous devez le porter tout au long de l'année, même l'été. Et n'hésitez pas à demander au patient de porter un masque chirurgical si lui aussi présente des symptômes respiratoires. Le tablier, on va être, je vous rappelle, dès qu'on est en soins souillants, mouillants, avec des risques de projection pour protéger notre tenue professionnelle. Tout ce qui va être lunettes, visière, risque de projection. Le port du masque FFP2, c'est pour les procédures générant des aérosolisations, donc tous les soins, les actes où les particules restent en suspension, elles mettent du temps à redescendre parce qu'elles sont fines et petites, et c'est pour cela qu'on vous demande de mettre un masque FFP2 pour vous protéger. Il nous manque les gants. Je vous rappelle, le port du gant n'est pas systématique, on n'en met pas trop, parce que quand on a des gants, on oublie de faire une hygiène des mains, et du coup, on va toucher tout l'environnement dans la chambre du patient. Donc les gants, c'est surtout si on est en contact avec des liquides biologiques. Après, il y a aussi tout ce qui va être AES, les peaux lésées, des choses comme ça, mais en tout cas, liquide biologique, d'accord ? Et la plus grande des choses, ça va être de bien penser à la désinfection des mains par la solution hydroalcoolique. Ok ? Donc ça, c'était petit rappel un petit peu sur les précautions standards qu'on avait vues, au cas où que vous aviez oublié de regarder votre cours. Maintenant qu'on est d'accord là-dessus. Alors, les précautions complémentaires, à quel moment on les met en place à l'hôpital ? Dans précautions complémentaires, on a déjà un petit peu du mot, c'est en complément des précautions standards. Parce que, je vous avais dit la dernière fois, c'est vraiment le code de la route, donc c'est vraiment ce qu'on applique tout le temps, parce qu'on ne connaît pas, je vous rappelle, le statut infectieux d'un patient. Donc précautions standards tout le temps. Et précautions complémentaires, on va les ajouter en fonction si on connaît ou pas certaines informations chez le patient. Donc effectivement, certaines infections ou suspics d'infection, les colonisations ou les infections par BMR vont nécessiter d'ajouter des précautions complémentaires. Alors, certaines infections ou des suspicions d'infection. Quand on a un patient qui arrive, mettons, le soir aux urgences, il monte en hospitalisation, on n'est pas trop sûr. Eh bien, vaut mieux en discuter soit avec le médecin ou soit, si c'est vous l'infirmière la nuit, de mettre en place des précautions pour la nuit. Et puis le lendemain, on pourra effectivement voir avec le médecin, voir en équipe pour lever des précautions. Il vaut mieux en mettre un petit peu plus pour les lever que d'oublier et puis après patatras, branle-bas de combat dans tout le service. On essaye de retrouver tous les soignants en contact avec le patient et du coup c'est un peu plus compliqué. Colonisation et infection par BMR. Alors BMR, ça veut dire bactéries multirésistantes. Il y a des fois, certains patients, je vous avais parlé la dernière fois, on va leur faire une analyse d'urine, alors soit de façon inopinée parce qu'ils vont avoir une chirurgie et qu'on veut avoir des examens avant, soit parce qu'ils vont avoir des symptômes, de la fièvre, des choses comme ça. Donc on va leur faire par exemple une analyse d'urine et on va leur trouver un germe BMR. Ça veut dire que cette bactérie-là, elle est résistante à plusieurs antibiotiques.
D'accord? Donc comme elle est résistante à plusieurs antibiotiques, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elle soit transmise d'un patient à un autre pour que après les autres patients, s'ils ne sont pas bien, s'ils ont une infection et qu'on ait besoin de les traiter par antibiotiques, si cette bactérie, elle était résistante, qu'on se retrouve un petit peu en impasse thérapeutique pour les patients. La différence entre colonisation et infection par BMR, c'est que la colonisation, on peut être porteur de cette BMR, mais ne pas présenter de symptômes. Et infection, c'est qu'on va avoir des symptômes. D'accord? Mais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des fois, on fait des examens de routine pour des patients qui vont aller au bloc opératoire, où le médecin peut chercher d'autres choses. Nous, à l'hôpital, qu'on soit colonisé ou infecté, on mettra les précautions complémentaires. D'accord? Mais par contre, en termes de traitement, ça ce sera le médecin qui décide, on ne traite pas forcément quelqu'un qui est colonisé d'une BMR. D'accord? Là, dans l'assemblée, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont une BMR, mais il n'y a pas de symptômes, donc il n'y a pas besoin de faire quelque chose. D'accord? On traite en règle générale si on a des symptômes, si on a tous les symptômes de l'infection. Est-ce que c'est clair? Oui. Bactéries multirésistantes. Est-ce que c'est clair ça? Oui? Alors, voilà les différentes précautions complémentaires que l'on a à l'hôpital. D'accord? Il n'y en a pas beaucoup à apprendre. Donc, on va trouver les différentes précautions complémentaires, elles sont en fonction des modes de transmission. On avait vu la dernière fois les modes de transmission ensemble. Il y avait soit le contact direct ou le contact indirect, soit les gouttelettes, soit tout ce qui était air aéroporté. Donc les précautions complémentaires, elles sont en lien avec ces contaminations. Quand on est sur du contact, contact direct, indirect de soignant, on va être sur de la précaution complémentaire contact. Respiratoire simple, on est sur tout ce qui va être gouttelette. Et respiratoire renforcé, la transmission par l'air. Qui a déjà travaillé à l'hôpital avant? Donc, il n'y a pas quelque chose qui vous paraît bizarre dans les précautions complémentaires? Est-ce que vous vous souvenez qu'avant, c'était gouttelette et air? Voilà. Donc ça a changé depuis fin d'année 2024, d'accord? Il y a eu différentes nouvelles études en fonction de plein de critères, et du coup, les dénominations ont changé. Donc maintenant, vous allez entendre parler de contact, respiratoire simple, respiratoire renforcé. On commence seulement à faire passer le message à l'hôpital. Donc quand vous allez aller en stage, vous pouvez encore entendre parler de gouttelettes et encore parler de air. La petite chose pour vous aider, c'est les couleurs. À respiratoire simple, on a mis du vert. Les petites affiches de gouttelettes, elles sont vertes, d'accord? Donc ça sera pour vous rappeler. Et pareil, le respiratoire renforcé, vous verrez les petites affiches qu'on met devant la porte du patient, elles sont bleues, d'accord? Donc, vous pourrez encore jongler un petit peu sur ces deux choses-là à apprendre. Et des fois, on a, donc ça on le verra après, on a dans certaines pathologies où on va en mettre deux, des affiches, l'une à côté de l'autre, parce qu'on sait que ça peut être soit du contact, soit de l'air en termes de transmission. Donc là maintenant, on va décomposer ensemble chaque précaution complémentaire, voir les éléments importants pour la prise en charge. Donc, on reprend nos affiches. Donc, on reprend nos différentes précautions complémentaires. On a le contact. Dans le contact, on en a deux différentes. Donc, en fait, les précautions complémentaires, elles ont des petites affiches. Les petites affiches, c'est une signalétique qui doit être mise sur la porte du patient afin de prévenir le soignant avant de rentrer dans la chambre.
Donc, pour le contact, on aura des affiches jaunes. Il y a 2 types de contacts différents, on les verra après. Le respiratoire simple, c'est la verte, le masque chirurgical. La respiratoire renforcée, c'est la bleue, le masque FFP2 avec le petit R et R+, pour différencier. Ces affiches-là, ces précautions complémentaires-là, plutôt contact respiratoire simple et respiratoire renforcé, elles sont pour protéger les autres patients et pour vous protéger le personnel. L'idée, c'est que quand vous rentriez dans la chambre du patient, vous soyez protégé pour éviter vous de vous contaminer et en même temps de contaminer les autres patients du service. D'accord ? On a une dernière précaution complémentaire qui est le protecteur. Là, celle-ci, elle est vraiment utilisée dans les services d'hématologie. Hein, l'objectif, c'est de protéger le patient. Là, on n'est plus pour protéger les autres patients du service. Là, c'est protéger le patient qui est dans sa chambre de ne pas le contaminer avec l'extérieur. Donc souvent, c'est des patients qui n'ont pas assez de globules blancs, donc qui ne peuvent pas assez se défendre. Et du coup, là, l'idée, c'est vraiment que ce soit le soignant qui, quand il rentre dans la chambre, il n'aille pas contaminer le patient. C'est clair pour la différence entre les deux ? Donc, les précautions complémentaires, elles doivent être mises en place sur des prescriptions médicales. D'accord ? Le médecin, il a un résultat d'analyse, il a une suspicion d'une pathologie qui peut être transmise par l'air ou par autre chose. Du coup, le médecin décide de mettre en place cette précaution complémentaire. D'accord ? Et du coup, vous, en tant que soignant, vous devez aller prendre la petite affiche, la mettre sur la porte du patient, bien tracée dans le dossier, hein, et vous assurer que le patient et la famille sont informés aussi. Parce que la famille, quand elle va venir rendre visite au patient, il faudra lui expliquer certaines choses à mettre en place pour pouvoir rentrer dans la chambre. Il est aussi important que l'information soit donnée, transférée à chaque fois que votre patient il part, soit en radiologie, soit au bloc opératoire, toutes ces choses-là. Donc, sur la demande de transport de brancardage de l'hôpital, il y a une petite croix à cocher, hein, si votre patient il est en précaution complémentaire ou pas, ce qui va permettre au service receveur d'avoir l'information et peut-être de ne pas laisser le patient en radiologie dans le couloir, mais de le mettre dans une pièce, enfin, plein de petites choses comme ça. Alors, on va commencer par les précautions complémentaires contact. Donc, les indications les plus fréquentes de cette précaution complémentaire, c'est tout ce qui va être, on a vu tout à l'heure, les colonisations ou les infections par BMR. Donc, bactéries multirésistantes, souvent, où est-ce qu'on va la trouver? Ça va être les infections urinaires. Hein, je vous avais dit, les IAS les plus importantes, c'est les infections urinaires. Donc, effectivement, dans les infections urinaires, les ECBU, on va déterminer plusieurs BMR. Après, on va avoir un patient qui a été au bloc opératoire, qui a une plaie. Hein, la plaie chirurgicale, elle s'infecte. Et du coup, on fait un prélèvement de plaie et on découvre qu'il y a une BMR au niveau de la plaie et que c'est peut-être pour ça que la cicatrisation se fait un peu en retardé. On va avoir aussi les flores rectales. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une flore rectale? Eh ben, c'est quand on prend un écouvillon qui ressemble finalement à un gros coton-tige et qu'on va demander au patient s'il est en capacité de le faire ou nous, en tant que soignants, d'aller gratter un petit peu au niveau de son anus, là, et on envoie ça au labo. D'accord? Et là, effectivement, donc la flore rectale, on la fait dans tout ce qui va être souvent les BHRE. On peut aussi la faire de façon systématique dans certaines réanimations, où effectivement, on surveille ça. Les BHRE, on en parlera après. Après, dans contact, on a tout ce qui est les infections du tube digestif. Alors celle-ci, hein,
tout ce qui va être les gastro-entérovirus, le rotavirus, les salmonelles, le clostridium. Ces différents germes-là donnent des diarrhées. Donc, on peut imaginer que si votre patient il a de la diarrhée, il faut se protéger sa tenue professionnelle pour éviter d'aller donner la gastro aux autres patients du service. D'accord ? Le clostridium, on le détaillera après parce que lui, il a quand même des particularités un petit peu plus importantes. On a différentes infections cutanées aussi qui nécessitent des précautions complémentaires contact, l'herpès, certaines infections cutanées. Et après, on a certaines maladies infectieuses. Alors, la bronchiolite chez l'enfant, où on va effectivement mettre du respiratoire. Donc la bronchiolite, on pourrait se dire que c'est la toux, mais chez nos petits-enfants qui se mouchent pas correctement le nez, qui vont tousser, qu'il va falloir prendre dans les bras en pédiatrie ou aux urgences pèdes, on peut se dire que juste la partie respiratoire, ça ne suffit pas. Il va falloir aussi du contact parce qu'on aura les enfants proches de nous. Et la varicelle aussi. Alors, retenez que dans les précautions complémentaires, peu importe lesquelles elles soient, on va souvent vous dire qu'il est important que le patient soit en chambre individuelle. D'accord ? Votre patient, il est en précaution complémentaire pour quelque chose, soit de respiratoire, soit de cutané, soit de contact plutôt. L'idée, c'est de se dire, on ne va pas le mettre avec un voisin parce qu'ils peuvent partager les mêmes toilettes, parce qu'ils vont tousser dans le même environnement. Donc, en règle générale, on essaye au maximum que les patients qui soient en précaution complémentaire soient en chambre individuelle. Après, il y a certains cas, et on le verra, où on peut envisager de les mettre dans des chambres doubles. Toujours mettre notre petite signalétique. Donc, c'est celles-ci. Elles ont été refaites fin d'année. Donc, c'est des nouvelles signalétiques. Donc, peut-être quand vous allez aller à l'hôpital, il y en aura des anciennes qui vont se mélanger aux nouvelles parce qu'on a commencé à venir les changer un peu dans les services. Mais il y a des fois, il y en a qui ressortent des placards et des tiroirs. Donc, il faut le temps qu'on puisse toutes les changer. Retenez qu'elle est jaune et qu'il y a un C dessus. D'accord ? Donc, si vous cherchez la contact, elle est jaune, il y a un C comme l'ancienne. Toujours mettre la signalétique sur la porte parce que vous êtes l'infirmière de votre patient, vous connaissez le pourquoi il est hospitalisé, mais à l'hôpital, il va y avoir d'autres personnes qui vont peut-être potentiellement vouloir voir le patient. Et ces personnes-là, elles ne connaissent pas peut-être forcément toutes les informations. Donc, c'est important de prévenir l'ensemble des professionnels qui vont venir entrer en contact avec le patient qui a des précautions complémentaires. Le linge, pour tout ce qui va être contact, simple, il n'y a pas de spécificité. Les déchets, on va respecter le tri des déchets. Donc ça, vous l'avez vu avec ma collègue la dernière fois. En sac jaune ou en sac noir. Si ça coule, si c'est dégoulinant, ça ira dans le sac jaune. Mais si c'est juste un change, sans problématique, ça ira dans le sac noir. Donc là, on respecte vraiment le tri des déchets. Le bio-nettoyage, il sera fait par l'équipe du service. Alors, le bio-nettoyage à l'hôpital, ma collègue, elle vous avait dit, il y a une société de prestation. D'accord ? Seulement, quand il y a des précautions complémentaires, les sociétés de prestation, elles ne rentrent pas dans les chambres. C'est aux aides-soignants de réaliser, et aux infirmières si elles peuvent aider, bien sûr, c'est aux équipes de réaliser ce bio-nettoyage-là. D'accord ? Pour la simple et bonne raison que qui dit précaution complémentaire dit qu'il y a un risque de transmission et que on sait que les équipes des prestations, elles vont avoir beaucoup de chambres à faire et que vous aurez une vigilance particulière parce que vous avez une connaissance de ce risque de transmission et que vous serez plus vigilant. D'accord ? Les visiteurs, s'ils viennent voir un patient qui est en précaution contact, eux, ils ont juste à se désinfecter les mains à la solution hydroalcoolique. D'accord ? Il y aura des précautions particulières, on va les voir après, pour vous en tant que soignant.
Parce que vous allez de patient en patient. Les visiteurs, normalement, ils viennent voir la personne hospitalisée, ils n'ont pas de soins plus que ça à faire, et après, ils repartent, d'accord? Donc, une hygiène des mains, ça suffit. Vous, c'est parce que vous allez après vous occuper d'autres patients. Pas de surchaussures, hein. Les surchaussures, des fois, elles ont tendance à ressortir encore un petit peu, mais on les emploie vraiment que dans très peu de cas, les surchaussures. Donc, il n'y a pas de raison d'essayer de retenir à quel moment on met les surchaussures, parce que c'est très fine l'utilisation. Et puis, la surchaussure, en fait, la problématique de la surchaussure, c'est souvent, on va se recontaminer les mains quand on va l'enlever, qu'on va marcher partout, donc en fait, on en dissémine aussi partout. Et la vaisselle, pour les précautions complémentaires, il n'y a pas de choses particulières. Hein. Si on reprend un exemple de tout à l'heure, votre patient il a une BMR au niveau de ses urines. S'il mange son yaourt avec sa petite cuillère, la petite cuillère, alors si c'est peut-être pas laver les mains avant quand il a été aux toilettes, ok, mais la petite cuillère, dans tous les cas, elle va partir dans la filière lave-vaisselle, laver à température. Donc, il n'y a pas de risque particulier. Hein. C'est comme le linge, c'est lavé dans des températures, avec des températures réglementées. Alors, vous allez me dire, du coup, contact, qu'est-ce qu'on fait pour contact? Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que le code de couleur est national? Ça veut dire, si je vais à Orléans, est-ce que je trouverai contact vert? Est-ce que la fois c'est un peu contact jaune? Est-ce que la fois c'est un peu vert? Est-ce que la fois c'est bleu? Si je vais à Paris, je trouverai. Oui. Les affiches peuvent changer un petit peu, mais en règle générale, on est un peu sur le même visuel. Je vais finir avec le contact et puis après vous allez me dire du coup ça change quoi le contact par rapport aux précautions standards. Les déplacements du patient, on essaye qu'ils soient limités, hein, on essaye d'expliquer au patient que l'idée c'est pas qu'il aille se balader partout dans l'hôpital. Si sa BMR elle est au niveau urinaire, on essaye de lui dire peut-être de ne pas aller aux toilettes dans toutes les toilettes publiques qu'on peut trouver dans les étages. On essaye d'expliquer au patient qu'il faut qu'il se désinfecte lui aussi régulièrement les mains en sortant de sa chambre, en rentrant de sa chambre. On essaie d'avoir une part éducative envers le patient. Néanmoins, c'est pas parce que votre patient il a une BMR qu'il ne peut pas avoir ses examens, il ne peut pas avoir sa prise en charge. D'accord ? Un patient qui a une BMR peut se faire opérer, un patient qui a une BMR peut aller passer une radio. Enfin, on prend les mesures particulière en fonction des services où on va, mais néanmoins, ça ne doit pas arrêter la prise en charge de votre patient. L'information, elle doit être transmise tout le temps, donc on a dit tout à l'heure, dans les bons d'examen, et bien évidemment, si votre patient il change d'établissement, il faut que ce soit bien noté aussi sur la fiche qui suit le patient, sa fiche de liaison, hein, que l'établissement receveur soit bien au courant. En termes d'hygiène des mains, solution hydroalcoolique, pour un patient qui est en précaution contact, hein, la solution hydroalcoolique est efficace. Donc, pas besoin de choses particulières. La seule exception, ça va être pour ce qui est de la gale et ce qui est du Clostridium difficile qu'on va voir après dans les autres contacts où là, effectivement, on vous dit que d'abord, on doit faire un lavage simple à l'eau et au savon, se sécher les mains dans la chambre du patient. Et quand on a nos mains sèches et qu'on sort de la chambre du patient, on fait de la solution hydroalcoolique. On va le revoir ça juste après. Les équipements de protection, on doit mettre un tablier et des gants quand on va être en contact avec le site infecté, hein, lors du contact. Donc si votre patient il a une BMR au niveau d'une plaie chirurgicale que vous devez faire le pansement, il va falloir mettre tablier et gants. Quand on va être sur une BMR au niveau des urines, tablier et gants. On retire le tablier et les gants dès qu'on a fini la séquence de soins parce qu'on sait que c'était vraiment là où on était au plus proche de l'infection. Et après, désinfection des mains et on remet une nouvelle paire de gants si on a besoin de faire un autre soin. Mais ça, c'est comme les précautions standards, je vous avais dit, hein, quand on change de site, infecté ou pas infecté, on évite d'avoir la même paire de gants. Hein, quand on fait le change et qu'on se lave les dents, et pareil, on voudrait avoir 2 paires de gants pour la prise en charge. Donc c'est la même chose.
Les particularités en pédiatrie, en néonate, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est des services où on prend en charge les enfants vraiment contre notre tenue professionnelle. Donc pour tout ce qui va être soins relationnels où on porte l'enfant, on va mettre une surblouse pour vraiment protéger correctement notre tenue professionnelle. Et après, le tablier, toujours en soins souillants et en soins mouillants. Le bio-nettoyage, je vous ai dit, il revient à l'équipe soignante parce qu'on sait que vous allez être plus rigoureux sur ce bio-nettoyage. La désinfection des dispositifs médicaux à la sortie de la chambre, à la sortie quand le patient est sorti, où on essaye au maximum d'avoir du matériel à usage unique pour éviter différents allers-retours, bio-nettoyage, des choses comme ça. Tout ce qui va être les excrétas, on essaye d'être vigilant, surtout si on sait que notre BMR, elle est, mettons, au niveau urinaire, et on va essayer d'utiliser au maximum des care bags, tout ce qui est usage unique pour nous permettre de refermer, d'éliminer rapidement pour le risque de transmission. Et on essaye de regrouper les soins au maximum et de prendre en charge les patients à la fin. L'idée, c'est pas de faire des allers-retours dans la chambre du patient systématiquement parce que là, on pourrait éviter de se désinfecter les mains et de contaminer, et on essaye de les regrouper en dernier. Donc là, c'est la petite affiche que vous allez trouver pour mettre sur votre porte. Donc, le contact, hygiène des mains. Pour la famille, on prend contact avec l'infirmière pour avoir l'éducation et pour expliquer aux familles. Alors du coup, précaution contact, c'est quoi la particularité par rapport aux précautions standards? L'affichage, oui. Quoi d'autre? La chambre seule. Oui, chambre seule. Ce qui n'est pas forcément dans les précautions standards, oui. Double vigilance. D'être plus vigilant, et en fait c'est ça, la bonne réponse c'est celle-ci. En fait, les précautions contact simples, c'est les précautions standards. Là, je vous ai fait que vous rappeler les précautions standards, le tablier en soins souillants mouillants, les gants si on est en contact avec le site infecté, les liquides biologiques. Je vous ai fait que vous rappeler les précautions standards. Alors, d'être plus vigilant, c'est ça, c'est parce que vous avez, quand vous prenez en soin des patients, vous en avez beaucoup. Et on sait que des fois, avec la prise en soin, la charge de travail, le fait d'être dérangé en permanence au téléphone, toutes ces choses-là peuvent baisser votre vigilance. Donc quand on a cette petite affiche sur la porte et qu'on arrive, on se dit, ok, là, effectivement, je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a une BMR, donc il faut que je sois plus vigilant que d'habitude et que je fasse plus attention. Mes précautions contact, pour l'instant, c'est un gros rappel de ce que je vous ai dit la dernière fois. D'accord? Est-ce que sur le contact simple, il y avait des questions? Non? Alors, on continue. Maintenant, on va parler de contact strict. D'accord? Dans contact strict, retenez, on en a 3. On a le BHRE, bactéries hautement résistantes émergentes, on va le détailler. On a la diarrhée à Clostridium et on a la gale. D'accord? Donc ça, on a vu tout à l'heure que c'était du contact, mais c'est du contact strict parce qu'il y a plus de risque de... Pas plus de risque de transmission, je dirais, mais en tout cas, c'est des bactéries qui sont un petit peu plus résistantes et pour lesquelles on veut plus de protection du soignant. C'est éphémère, on met les fiches contacts ou pas? Très bonne question, et ça, je ne l'ai pas dit. Alors non, nous, à l'hôpital, quand un patient il a une BMR, nous, on va laisser le temps de l'hospitalisation. D'accord ? Par contre, si ton patient il est réhospitalisé 3 mois après et qu'on lui refait un prélèvement, on ne remet pas forcément en précaution complémentaire. Mais en tout cas, le long de son hospitalisation, on va le laisser. D'accord ?
Par contre, il y a une petite différence. Donc là, on est sur colonisation ou infection à l'hôpital. On laisse les précautions complémentaires le long de l'hospitalisation. En EHPAD, c'est un petit peu différent pour la simple et bonne raison qu'on est sur des lieux de vie en EHPAD. D'accord ? Donc en EHPAD, la colonisation ne sera pas forcément en précaution complémentaire. Par contre, s'il y a infection avec traitement antibiotique, précaution complémentaire en EHPAD le temps du traitement. D'accord ? Voilà. Les précautions complémentaires, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que donc le médecin fait une prescription pour un examen à un patient, d'accord ? Et le temps qu'on a le résultat, le service, il regarde sur le résultat des labos, les résultats. Le médecin du service peut voir ce résultat, l'infirmière peut voir ce résultat et alerter le médecin. Et il y a toujours, nous, notre service aussi, où on a notre médecin de notre service qui, tous les jours, va regarder sur les résultats du labo tous les prélèvements qui ont été faits dans l'hôpital et qui ressortent avec une BMR. Et nous, notre médecin nous donne tous les jours des petites fiches avec les noms des patients et les services, des patients qui ont des BMR. Et nous, on est un petit peu finalement le garde-fou. Ça permet d'avoir une petite sécurité. Nous, on rappelle les services et on passe dans les services l'après-midi ou le lendemain, voir que les petites affichettes, elles sont bien mises devant les portes et que les équipes soient bien au courant. D'accord ? Alors, on est parti sur nos contacts stricts. Alors, bactéries hautement résistantes émergentes, BHRE, oui. Oui. Ah, pas des BHRE, des BMR. Ça sera du contact. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bactéries... Alors, qu'est-ce qu'on entend par BHRE? Donc, bactéries hautement résistantes émergentes, je vous l'ai dit. On applique les précautions contact strictes aux patients qui sont suspects et aux patients qui sont porteurs. Là, il est important d'avoir la notion de suspect et de pas suspect, d'accord? Parce que on va voir, après, il y a des critères pour déterminer un patient suspect BHRE, pour lequel on va faire des prélèvements. Tant qu'il est en suspicion et qu'on n'a pas les résultats des prélèvements négatifs, on laisse les précautions complémentaires. Mais à partir du moment, là, dans ce cas-là, où on sait que les prélèvements sont négatifs et que le patient, il était suspect mais il est négatif, on pourra lever les précautions complémentaires. La BHRE, il faut savoir où elle se trouve. C'est une bactérie qui se trouve au niveau du tube digestif. D'accord ? Elle est dans la flore intestinale. C'est une bactérie qui est très résistante aux antibiotiques. C'est une bactérie qui, comme elle est résistante aux antibiotiques, si votre patient en est porteur et qu'il a une autre infection pour laquelle on voudrait le traiter, si l'antibiotique il est résistant, on va être vite en impasse thérapeutique pour traiter le patient. Elle est transmise par les mains ou par l'environnement contaminé. N'oubliez pas, le patient qui va aux toilettes, qui oublie de se laver les mains, qui repart dans sa chambre, qui touche à tout l'environnement. D'accord ? Donc c'est pour ça que ces patients-là, soient suspects ou porteurs, on va mettre les précautions complémentaires contact strict. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un patient qui peut être suspect BHRE? Alors, il y a des critères. Dès que vous avez un patient qui est rapatrié, donc un rapatriement, on entend, c'est un rapatriement de l'étranger, d'un hôpital de l'étranger à notre hôpital d'Orléans. Donc là, si c'est un rapatriement qui est fait par une assistance sanitaire, on est au courant, on sait qu'il vient de tel hôpital. Donc dès qu'il arrive chez nous, précaution contact strict et on fera les dépistages. Un patient qui a été hospitalisé dans l'année. Donc le patient qui vient, mais qui, il y a 3 mois, était en vacances à l'étranger et qui, pour quelques raisons, a été hospitalisé. Bon, là, on va le dépister. D'accord ?
Qu'est-ce qu'on entend par étranger? On considère que tout est l'étranger, sauf la France et la Corse. D'accord? Donc tout ce qui est dom-tom est considéré comme étranger. D'accord? Tous les pays, même les pays limitrophes de la France, c'est de l'étranger. La France, c'est que la France et la Corse. Donc ça, c'est la première des choses. La notion d'hospitalisation, de rapatriement, c'est des patients qu'on va dépister. Et les autres cas, c'est pour des séjours prolongés ou des patients qui habitent à l'étranger. Les séjours prolongés, c'est 3 mois à l'étranger, de retour de moins de 3 mois sur le territoire français. Ou tous les patients qui vivent à l'étranger et qui arrivent. On a beaucoup de patients qui vivent à l'étranger, qui arrivent en France pour se faire soigner. Donc tout cela, quand ça fait moins de 3 mois qu'ils sont arrivés en France et qui se font soigner, tout de suite, on doit avoir la petite étincelle dans la tête de se dire « Ah, il y a une notion d'étranger, je dois me demander s'il est suspect ou pas. » D'accord? C'est cette petite notion d'étranger. Dites-vous qu'il vaut mieux, un soir, mettre un patient en précaution complémentaire stricte, en parler à sa collègue de nuit, que le lendemain, au pire, on se pose la question et vous nous appelez. Nous, notre service, là, le SPRI, on est là pour vous aider, pour savoir s'il y a besoin de dépister les patients, s'il y a besoin de mettre les mesures. Et on a surtout un fichier, nous, où on note tous les patients et les dépistages, s'ils ont eu lieu ou pas, s'ils sont à faire ou pas. Pourquoi on a ce tableau de suivi? C'est parce qu'on a plusieurs patients dans plusieurs services qui passent de service à d'autres. On a par exemple des patients qui ont besoin d'être dialysés, qui souvent sont d'abord hospitalisés en néphrologie. Donc la néphrologie va mettre les mesures, va faire les dépistages, et après le patient, il part à sa dialyse, il est tranquille, parce qu'on aura fait les dépistages. On a aussi des dames qui arrivent de l'étranger, qui vont accoucher. Donc pareil, elles arrivent, elles sont sur le bord d'accoucher, on fait les dépistages, ils sont négatifs, on est tranquille pour tout le reste de la prise en charge, pour le jour de l'accouchement, pour l'hospitalisation en maternité. Si les dépistages sont faits, on peut lever les mesures. D'accord? Oui. Par exemple, il y a un patient qui arrive, et du coup, en fait, vous n'avez pas le temps d'avoir le résultat et vous avez déjà sorti. Oui. Ça nous arrive qu'on a effectivement des patients qui ils arrivent de l'étranger, on les met en précaution complémentaire, on fait le premier dépistage, le patient il sort à domicile, c'est pas grave, mais en tout cas comme ça, si le patient il revient a posteriori et que quelqu'un il revient une semaine après, mettons, là on aura le résultat. Et comme ça, si le service il nous appelle en nous disant attends là j'ai cette notion, ça fait que 15 jours qu'il est revenu de l'étranger, nous on pourra vous dire. On a déjà fait un dépistage, est-ce qu'il faut en faire un deuxième? Parce qu'après, on va voir le nombre de dépistages à faire. Et du coup, voilà, c'est là aussi où nous, notre rôle, il est important, c'est qu'on peut vous accompagner dans les services pour avoir ces informations-là. OK? Oui. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi on n'a pas mis... c'est aussi par rapport à tout ce qui est accès en termes d'antibiotiques, accès de l'eau, dans toutes ces choses-là. Voilà, c'est par rapport à toutes ces normes-là. Pourquoi on n'a pas mis la Corse? Pour pas les Français, je crois. Il y a ça aussi. Mais en tout cas, non, on sait que les dom-tom, ça peut être plus compliqué avec différents accès. Donc, c'est pour ça. Donc, notre patient, il arrive, on le met en précaution contact strict, et là, on va réaliser le dépistage. Même s'il n'y a pas de symptômes. Tout à fait. On n'a pas forcément des symptômes sur une BHR. OK? On va réaliser les dépistages. Donc, le dépistage, c'est un dépistage rectal. Donc là, c'est là où on a notre petit coton-tige. Si notre patient, il est autonome, on lui demande de le faire. Sinon, on le fait. Je vous ai dit que c'était une bactérie qui était dans le tube digestif. Donc, le meilleur moyen pour savoir si elle s'y trouve, c'est d'aller dans le tube digestif avec le coton-tige et d'aller voir au niveau des selles. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça se passe au niveau de l'anus. Quand vous dites personnes, c'est aussi les enfants compris? Oui, tout à fait.
Tout à fait. En pédiatrie, ils sont soumis au même protocole que nous, et là, ils en ont fait régulièrement aussi. Vous faites votre petit dépistage, vous prenez votre bombe de bactériaux, les feuilles de l'hôpital, et vous venez cocher, il y a une case BHRE, étranger, on vient cocher dessus. Il faut 5 jours pour avoir les résultats, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit de nous prévenir, ça je vous ai expliqué pourquoi, et on lèvera les précautions contact qu'en fonction des résultats. Parce qu'en fait, on va vous demander de faire souvent on vous demande de faire 2 dépistages, d'accord? Si le patient, là où on va jouer un petit peu, c'est si le patient, il vient à peine de revenir, c'est un rapatriement sanitaire, pour reprendre l'exemple du rapatriement sanitaire, il vient d'arriver, on a déjà eu des cas où le premier était négatif, et une semaine après, le deuxième était positif. Donc c'est pour ça qu'on demande d'en avoir 2, 5 jours pour un résultat, donc en moyenne, on a 10 jours de précaution complémentaire pour ces patients-là. Il y a certaines fois où on vous demandera que d'en faire qu'un seul, c'est si le patient, ça fait déjà 2 mois qu'il est revenu en France. Où là, on peut se dire que le temps où il est déjà revenu, la flore, on aura le résultat. Si le patient il a dû se positiver, la flore, elle est positive. Mais partez du principe que dans les recommandations, c'est 2 dépistages et que c'est pour ça qu'il est important de nous prévenir. Par rapport au BHRE, ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu une épidémie il y a 2 ans. Une épidémie dans un service où il a fallu fermer le service. On a eu plusieurs patients contaminés par du manuportage. Il a fallu rouvrir un service en catastrophe dans un bout de l'hôpital qui n'était pas utilisé. C'est quelque chose qui est vraiment à prendre de façon importante parce que on dépiste de plus en plus tous les ans des patients et on a de plus en plus de patients positifs. D'accord ? À savoir que si vous avez un patient positif dans votre service, toutes les semaines, vous verrez l'infirmière hygiéniste à l'hôpital débarquer, donc nous, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle de l'épidémiologie, où toutes les semaines, on va dépister les patients du même service qui sont hospitalisés depuis le même temps que le patient, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut de manuportage dans les prises en charge. Donc c'est quand même une sacrée affaire, cette BHRE. D'accord ? Donc c'est important de bien prendre ça avec les risques. Donc, comment on s'équipe pour entrer dans une chambre d'un patient qui est contact strict BHRE? Hygiène des mains à la solution hydroalcoolique. D'accord? Je vous fasse pas peur, là, à vouloir mettre un scaphandre total. Non. La solution hydroalcoolique, elle est efficace. Donc, hygiène des mains pour entrer dans la chambre. Et après, on vient mettre une surblouse. D'accord? L'idée de la surblouse, c'est qu'elle soit plus englobante. D'accord? Qu'elle vous protège plus votre tenue professionnelle. Parce que là, on est sur quelque chose qu'on ne veut vraiment pas de transmission. Donc, on protège plus sa tenue professionnelle. Par contre, on n'oublie pas en termes de précautions standards, s'il y a besoin de faire la toilette du patient, on rajoutera un tablier parce que votre surblouse, elle n'est pas imperméable. Ok ? L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle le principe de la marche en avant, c'est qu'on regroupe tous les soins et on essaye de rentrer qu'une seule fois dans la chambre. Tous ces équipements-là, l'idée, c'est que s'ils ont été en contact avec le patient, ils sont potentiellement contaminés. Donc, je vais venir les retirer dans la chambre du patient juste avant de sortir. Je ne vais pas aller les retirer à l'extérieur de la chambre, ni dans le poste de soins, et me balader avec ma surblouse qui a été en contact avec le patient. D'accord ? Donc, on retire bien dans la chambre, on jette ça dans une poubelle noire. Pas de port de gants dès qu'on rentre dans la chambre. La solution hydroalcoolique est efficace. Et juste avant de sortir de la chambre, parce qu'on vient de se déséquiper, on vient de retoucher notre surblouse qui potentiellement a été contaminée, on remet de la solution hydroalcoolique. Mais en vrai, solution hydroalcoolique avant et solution hydroalcoolique après, c'est déjà ce que l'on fait normalement pour entrer dans chaque chambre de patient. Donc là, c'est la surblouse. Retenez, petit moyen mémotechnique, contact strict, surblouse. On a la première lettre et ça nous permet de savoir comment on s'équipe.
Je ne peux pas revenir en arrière. Bon, bah, très bien. Ah. Alors, là, c'est un petit tableau qui récapitule le contact strict BHRE. Donc, la chambre seule, précaution complémentaire. Je vous rappelle, on a dit chambre seule. En fonction de l'état du patient, la porte, elle peut rester ouverte sur une BHRE1. La bactérie, elle se trouve au niveau du tube digestif. Si la porte, elle est ouverte, la bactérie ne va pas sauter dans l'air pour contaminer l'extérieur, d'accord? Donc, si l'état de votre patient, il n'est pas bien, il a besoin d'avoir la porte un petit peu ouverte, on peut, d'accord? L'hygiène des mains, on a vu, c'était précaution standard. La surblouse à manches longues, dès qu'on rentre dans la chambre, c'est vraiment dès qu'on rentre dans la chambre, même si vous n'allez pas toucher le patient. D'accord? Parce que des fois, en tant qu'infirmière, on va rentrer dans la chambre juste pour donner un médicament à un patient. On n'aura pas besoin de le toucher, mais on ne sait pas ce que le patient peut vous demander dans la chambre et on ne sait pas ce que le patient a fait a touché dans sa chambre. D'accord? Donc son environnement, il peut être contaminé. Donc vraiment, dans la BHRE, dès que je rentre systématiquement avec une surblouse que je retire avant. Les gants, précaution standard, je vous l'ai dit. Tout ce qui va être bio-nettoyage, on est sur les produits désinfectants habituels. Tout ce qui va être excréta, on a dit la bactérie, elle est au niveau du tube digestif. Donc on essaye au maximum d'utiliser tout ce qui est les carbagues. D'accord? Pour éviter de se balader au maximum. L'entretien des siphons, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Donc, les sociétés extérieures de ménage, elle vous l'a dit, je pense ma collègue la dernière fois. Les sociétés extérieures de ménage, dans leur protocole, dans leur procédure, elles mettent une fois par semaine du détergent désinfectant dans les siphons. Vous, le patient, s'il est en précaution complémentaire et que c'est vous qui reprenez ce bio-nettoyage, tout à l'heure, on a dit que c'est le temps de l'hospitalisation du patient. Alors, pas pour BHRE, hein, je vous ai expliqué, hein, c'est si les prélèvements, le temps d'avoir les résultats, mais du coup, ça peut aller jusqu'à 10 jours de précaution complémentaire pour un BHRE. Donc, c'est important d'avoir cette même notion de se dire, il faut mettre, de ne pas oublier de mettre le détergent dans le siphon dès qu'il y a des précautions complémentaires. Pour tout ce qui va être vaisselle, linge, il n'y a pas de choses particulières et le déchet, on continue de respecter le tri que l'on a vu. La surblouse, si elle n'est pas souillée, toutes ces choses-là, elle va aller dans le noir. D'accord? Je vais essayer comme ça. Alors, du coup, maintenant, on va aborder l'autre contact strict qui est le Clostridium difficile avec des toxines. Donc le Clostridium difficile, ça engendre des diarrhées. D'accord? Des diarrhées avec une odeur bien particulière, que peut-être un jour vous serez vous rendrez compte. Donc, le Clostridium difficile, pareil, contact strict au patient qui est porteur. Et donc là, le patient, il a des diarrhées dans le service, on ne sait pas trop ce qu'il a. Le médecin vous dit, on lui fait une coproculture, l'examen des selles. La coproculture, elle part et du coup, on a le résultat. Il y a la présence du germe du Clostridium. Et ce qu'on veut savoir aussi, c'est si il a cette fameuse toxine, la toxine qui est ce qui va contaminer. Le Clostridium difficile, c'est une bactérie de la flore intestinale qui est sporulée. Donc en fait, sporulée, ça veut dire qu'elle a une capacité d'avoir une protection autour d'elle. Et elle est capable, une spore, c'est capable de se mettre un petit peu en repos et tant qu'elle trouve pas un autre réceptif, elle est capable de rester là, gentiment sur un environnement assez longtemps. Et puis dès qu'elle trouve quelqu'un qui veut bien être véhicule ou être l'autre récepteur, elle est en capacité de revivre. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'elle a une résistance assez élevée. Elle est responsable de diarrhée et elle est transmise, voilà, par nos mains, par les environnements que l'on va toucher. Elle est très résistante. Donc, dans ce cas-là, dans ces précautions complémentaires-là, vous devez mettre
la surblouse avant de rentrer dans la chambre, toujours contact strict sur blouse, mais seulement dans le cas du clostridium et de la gale, on va vous demander de mettre les gants avant de rentrer dans la chambre. D'accord? Parce que comme on sait que c'est quelque chose qui est sur l'environnement, qui est très résistant, et pour lequel on va avoir une hygiène des mains qui est différente, il faut effectivement avoir les gants pour entrer dans la chambre. Tous ces équipements-là, du clostridium, la surblouse et les gants, ils sont à éliminer dans la chambre, toujours dans la chambre, mais dans le dasserie cette fois. D'accord? Dans le sac jaune. J'ai fini ma prise en charge de mon patient. Je viens me déséquiper. Je vais après dans la salle de bain du patient et c'est là où je vais me laver les mains à l'eau et au savon. C'est l'action mécanique, le frottement des mains qui permet de pouvoir éliminer cette bactérie si on en avait sur les mains. D'accord? Donc là, l'idée, c'est d'avoir un petit jeu de jambes, d'ouvrir la porte, de laisser la porte après de la salle de bain ouverte et puis de rouvrir un peu la jambe avec le pied pour pouvoir se laver les mains, se sécher les mains. Et dès qu'on sort de la chambre et qu'on a nos mains sèches, on réutilise de la solution hydroalcoolique. OK? Dans le cas du clostridium, on vous fera lever les mesures quand il y a 3 jours sans sel liquide. D'accord? Parce que souvent les patients ils sont traités, ils ont un traitement pour le clostridium et du moment où le patient n'a plus de diarrhée, il n'y a plus de risque de contamination. D'accord? Donc là effectivement on a aussi un protocole où on lève les mesures. Le clostridium, pourquoi on a ces infections à type de clostridium? Souvent c'est les patients fragiles qui vont prendre des antibiotiques. Les antibiotiques, quand on les prend pour quelque chose, ça a tendance aussi à nous fragiliser un petit peu la barrière intestinale, à tuer les bonnes bactéries qui sont aussi là pour nous protéger. Et du coup, le clostridium, lui, comme il est là, on peut en être porteur, mais asymptomatique. Des fois, quand il n'y a plus les bonnes bactéries qui sont là pour nous protéger, lui, il se dit chouette, moi j'ai la place, j'envahis un petit peu, et du coup, c'est là où on aura ces présences de diarrhée. D'accord? Donc il y a certains patients qui vont potentiellement en avoir plusieurs fois parce qu'ils sont fragiles et qu'ils ont différentes pathologies. Alors, là, ça résume un petit peu ce qu'on a dit. Donc, on élimine les déchets en jaune. Toujours cette notion, BHRE, clostridium, ça se trouve où? Ça se trouve dans les selles. Donc, on essaye d'utiliser tout ce qui est la gestion des excréta à usage unique pour éviter d'aller se rendre dans le lave-bassin, pour éviter tous ces déplacements dans les services. Le linge en contact avec le patient, alors là on a mis sacre hydrosoluble parce que ça fait des diarrhées, d'accord? Donc c'est important que si le linge il est souillé, mouillé de diarrhée, il puisse être mis dans un sac à lien hydrosoluble pour sécuriser toute la chaîne jusqu'au niveau de la blanchisserie. La petite particularité du clostridium, ça va être en termes de bio-nettoyage. Ce que je vous ai dit que c'était une bactérie sporulée dans une petite coque. Donc là, pour le coup, il va nous falloir un produit qu'on appelle sporicide qui tue les spores pour pouvoir réaliser correctement notre bio-nettoyage. Donc dans le cas d'un clostridium, on va utiliser des produits sporicides. Donc on a celui qu'on appelle le phagospore qui remplacera le Surface Safe en produit prêt à l'emploi qu'on a à l'hôpital. Ou alors, si on n'a pas, on aura d'abord un premier passage de détergent, puis un passage d'eau de javel. D'accord? On n'utilise pas des sporicides en règle générale à l'hôpital tous les jours, parce que on ne voudrait pas que ça fasse des résistances sur les surfaces. D'accord? Donc c'est vraiment pour ça que ces produits-là, on les utilise vraiment que dans le cas où on sait qu'on a besoin d'une action de sporicidie. Comment on les a ces produits-là? Et comme tout à l'heure je vous disais, notre médecin, elle sait les patients BMR, elle les a au labo. Et les clostridiums, pareil. Toute coproculture qui est envoyée au labo de l'hôpital,
s'il y a présence de Clostridium, nous, ça nous envoie une petite alerte mail pour nous dire que le patient, il a un Clostridium. Et dans ces cas-là, alors maintenant, il y a beaucoup de services qui les ont, hein, mais au tout début, quand on les a implantés, on demandait en fait à ce que vous soyez livré du produit. Pourquoi on fait ça et qu'on ne vous en donne pas en grosse quantité? Bah, c'est pour aussi éviter d'avoir des dates de péremption, d'avoir trop de bidons d'ouvert, toutes ces choses-là. D'accord? Donc, le produit, il n'est pas disponible tout de suite aussi facilement, mais enfin, quand on sait qu'il y a un Clostridium, dans la demi-heure, vous avez le bon produit en place. Voilà. Donc là, toujours la petite diapo qui résume. Donc on a notre chambre individuelle, notre signalétique sur la porte. Quand on rentre, solution hydroalcoolique parce qu'on va venir prendre les équipements sur blouse et gants avant de s'équiper, donc hygiène des mains. Et à la sortie, eau et savon et hygiène des mains à la solution hydroalcoolique. Vraiment, les équipements, c'est dès que je rentre dans la chambre et je les jette avant de sortir de la chambre. Le bio-nettoyage, on vient d'en parler. La vaisselle, pareil, hein, il n'y a pas de traitement particulier pour la vaisselle. Et tout ce qui est déchets, hein, là, c'est bien à éliminer dans la poubelle jaune. OK? Alors, maintenant, on va parler de la gale. C'est le dernier dans les contacts stricts qu'on va parler. Donc la gale, c'est une petite bête, d'accord, hein, qui vient au niveau cutané se mettre un petit peu souvent au niveau des signons des mains. C'est là où on commence souvent à voir des lésions grattage. Hein, mais là, pareil, encore une fois, hein, on va mettre en précaution complémentaire tout patient où on sait vraiment qu'il est atteint, mais tout patient où on a un doute. On a un doute parce qu'il arrive, il est plein de lésions de grattage quand on fait le recueil de données à l'entrée, où là on se dit c'est bizarre. Donc dans ces cas-là, pareil, il vaut mieux se dire tout de suite je mets les précautions complémentaires, j'appelle, j'essaye de voir avec le dermato s'il peut passer ou avec le médecin pour avoir un avis, pour être sûr. D'accord? Donc là, même chose, la gale, c'est vraiment des contacts cutanés prolongés. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous demande, comme c'est du cutané, de pouvoir avoir la surblouse pour bien vous protéger et les gants. Comme le Clostridium tout à l'heure, on retire dans la chambre, on se lave les mains à l'eau et au savon, et après de l'hygiène des mains, parce que pareil, comme le Clostridium, c'est l'action mécanique. Si on était amené à avoir un petit sarcopte de la gale sur nos mains, c'est en venant frotter nos mains qu'il viendrait tomber. D'accord? Mais encore une fois, hein, il faut que ce soit un contact vraiment cutané, vraiment très prolongé. La particularité de la gale, elle va se trouver au niveau du linge. Hein, parce que du coup, on sait que tout ce qui est squame de peau, toutes ces choses-là vont se retrouver dans le linge. Donc du coup, il va falloir traiter le linge avant de l'envoyer à la blanchisserie. D'accord? Quand je parle de traiter le linge, bah, il y a le linge, nous, de l'hôpital, mais il y a aussi à avoir une action sur le linge que le patient ramène de l'extérieur. Parce que si vous allez traiter le linge de l'hôpital, traiter le patient, mais qu'après vous lui laissez remettre ses vêtements au final de l'extérieur, bah, votre traitement il n'aura pas forcément été hyper utile. Donc là, on commande à l'hôpital ce qu'on appelle une bombe. C'est un produit acaricide. On va venir pchiter, on met le linge dans le sac, on pchite notre produit dans notre sac, on ferme et vraiment on ferme pendant 3 heures et comme ça va tuer. D'accord? Ça va avoir l'action de tuer toutes les sarcopes de la gale qui pourraient être là. Et après, hop, on envoie ça sans problème à la blanchisserie et c'est lavé. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que entre le temps où je mets le produit, entre le temps où je ferme mon sac, que ça va dans mon sac de linge et que ça arrive à la blanchisserie, souvent on est bon hein, dans le temps, mais il y a certaines équipes qui laissent un peu qui laissent auprès du patient pour être sûr de respecter les délais. Mais en tout cas, c'est 3 heures avant de laver en tout cas.
Et puis, bien dire à la famille, voilà, de laver à des températures élevées. Et s'il y a des choses qui ne peuvent pas être lavées, et ben dans ces cas-là, même chose, on le met dans un sac, on vaporise de bombe les vêtements du patient et on laisse bien sécher, bien en contact. Voilà, toujours pour récapituler, ça on a vu, donc vraiment la chambre seule. Le détergent désinfectant habituel, il est efficace. On jette en poubelle jaune. On garde à l'esprit que poubelle jaune, c'est vraiment que la gale et que le clostridium. Et il faut avoir un traitement sur le linge. Par rapport à ça, les mesures, au bout de 48 heures, dès que le patient il est traité, on peut lever les mesures. Il ne faut pas que ton linge, oui, quand il est pas une fois qu'il est dans le sachet, qu'il est bien couvert, oui. Mais de toute façon, on ne met jamais le linge sur le sol. Même à un patient normal, on ne met pas le linge sur le sol. Ok ? Et là, on peut lever voilà, les mesures après le traitement. C'est des crèmes, c'est des comprimés, c'est des choses comme ça. Mais là, ça, c'est au niveau médical. Alors, on a fini toute la partie contact. D'accord ? Maintenant, on va attaquer la partie respiratoire. Donc, on va commencer par la respiratoire simple. D'après vous, vous arrivez devant une chambre qui a ça. Qu'est-ce que vous faites? Masque chirurgical. Quoi d'autre? Voilà. Donc là, c'est pour vous dire, attention, je ne connais pas le patient, je vois cette affiche-là. Bon, ça veut dire qu'il y a potentiellement un risque de contact de gouttelettes. Donc, gouttelette, c'est le masque chirurgical. Donc, je dois mettre un masque chirurgical avant de rentrer dans la chambre. Voilà. Alors, quelles sont les pathologies pour lesquelles on va mettre ce respiratoire simple? La grippe, le Covid, la coqueluche, et après, la méningite, si. Puis après, les autres, normalement, on n'en a pas trop. En tout cas, retenez, c'est grippe, Covid, les principaux. Des coqueluches, on en a quelques-unes, mais grippe, Covid, c'est vraiment les principaux du respiratoire simple, pour lequel on met un masque. Donc là, pareil, chambre individuelle, comme notre contact, mais là, il y a une petite différence. Peuvent être autorisés des regroupements de patients s'ils ont tous la grippe. Voilà, ça peut arriver que si on est 2 patients qui ont la grippe, 2 patients qui ont le Covid, bon, on peut les mettre dans la même chambre. D'accord? Et port du masque pour le soignant. Notre patient, lui, on va l'éduquer, l'encourager au maximum en fonction de son état, de sa capacité aussi à porter un masque quand il est en contact avec le soignant. Et bien évidemment, le patient, il met un masque chirurgical quand il sort de sa chambre. D'accord ? Parce que lui, il a la grippe. L'idée, c'est qu'il n'aille pas passer sa radio et qu'il tousse dans tous les couloirs, dans l'ascenseur, les gouttelettes de grippe. Donc, il faut lui mettre un masque pour éviter cette contamination. L'hygiène des mains, solution hydroalcoolique, il n'y a pas de problème. Systématiquement à l'entrée, à la sortie de la chambre, que ce soit pour les soignants, pour les visiteurs, pour les patients, on n'hésite pas à faire de l'éducation sur l'hygiène des mains. Du coup, hygiène des mains, je mets mon masque pour rentrer dans la chambre, je prends en charge mon patient, s'il est en capacité, je lui demande de mettre un masque, je fais le soin, je retire mon masque cette fois dans le couloir, c'est la différence avec les contacts où on retirera dans la chambre. Là, l'idée, le masque, c'est qu'il soit retiré à l'extérieur parce que le masque, il est là pour vous protéger. Donc, je ne vais pas vous dire d'aller retirer le masque dans la chambre du patient parce que je veux protéger vos voies aériennes. D'accord? Donc, on sort de la chambre, on retire notre masque qu'on va jeter dans une poubelle noire
Et comme on vient de retirer notre masque qui potentiellement est contaminé, et après le retrait des équipements, en précaution standard, je vous rappelle, hygiène des mains. Et là, on a fait notre prise en charge du patient. Ok, c'est clair? Oui. Oui, vous dites que si le patient, on met le masque au patient s'il est en mesure de le mettre. S'il n'est pas en mesure de le mettre, sachant que le masque chirurgical protège le patient contre mes microbes, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre plutôt le masque chirurgical si le patient n'est pas en mesure de mettre le masque? Alors, mettre le masque FFP2, tu veux me dire? Oui, oui, oui. En fait, non, parce que c'est de la grosse gouttelette, d'accord? Donc, elle va retomber et puis tu as quand même tout ce qui est aération, la ventilation de la chambre, d'accord? Moi, je vous dis de le mettre, effectivement, si le patient il est en capacité, pour que ça fasse une double barrière, mais toi, la tienne de barrière, ça suffit, d'accord? Les visiteurs. Les visiteurs, autant tout à l'heure dans les contacts, je vous disais, on n'équipe pas les visiteurs parce qu'ils ne vont pas voir de patient en patient. Autant là, dans tout ce qui est respiratoire, le but c'est qu'ils ne soient pas contaminés aussi au niveau respiratoire si le patient il vient leur tousser dessus, d'accord? Tout à l'heure au niveau contact, quand on avait notre BHRE qui était dans notre tube digestif, il fallait quand même que la visite soit en contact avec les selles du patient. Mais là, un patient qui tousse, ça se contrôle un peu moins, il y a un peu plus de risque que le patient y tousse. Donc les visites, on leur met un masque, on leur explique la gestion du masque, qu'ils l'enlèvent à la sortie de la chambre, qu'ils se désinfectent les mains, toutes ces choses-là, d'accord? Donc les visites, ils mettent un masque. Après, on a les précautions respiratoires renforcées. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, si vous voyez ça, comment vous vous équipez? Masque FFP2. On est d'accord, les affiches, elles parlent d'elles-mêmes. D'accord? Donc là, ça veut dire qu'avant de rentrer dans la chambre, je dois avoir un masque FFP2 et toujours mon hygiène des mains à la solution hydroalcoolique. D'accord? Et il y a toujours la petite encart pour les visiteurs, pour bien leur rappeler qu'avant de rentrer dans la chambre, s'ils ne savent pas, qu'ils viennent vous voir en tant que soignant. Donc là, la porte, elle doit bien évidemment être fermée. Parce que là, respiratoire plus, on est sur des petites particules qui restent en suspension et on ne veut pas que les petites particules, elles aillent gentiment dans le couloir. D'accord ? Donc, il faut aérer régulièrement la chambre. Nous, à l'hôpital, on a quand même aussi les renouvellements d'air dans les chambres. Faire attention, parce que les renforcer plus, les respiratoires renforcés, on verra après, c'est souvent dans le cadre de la tuberculose. Et ces patients, ils sont hospitalisés en pneumologie souvent. Et en pneumologie, ils ont ce qu'on appelle des chambres à sas, pour réguler les flux d'air avec un traitement d'air particulier. Donc là, il faut, à l'extérieur de la chambre, il y a un petit boîtier. Il faut vérifier que notre pression soit la bonne et que l'air de la chambre ne soit pas dirigé dans le couloir. Donc il faut vraiment être sûr au niveau qu'on soit bien en pression négative. Et dans ces cas-là, là, ça sera le port du masque FFP2. Et il y a aussi la notion, même si le patient il n'est pas là, parce que les petites particules, elles ne redescendent pas tout de suite. Donc oui, il y a un renouvellement d'air, mais le renouvellement d'air, il n'est pas non plus instanté à la minute. Donc il est important que si votre patient il part en radiologie ou le patient il est sorti, si vous devez intervenir dans la chambre à peine 5 minutes après la sortie du patient, de toujours protéger le soignant en mettant un masque FFP2, parce que toutes les particules ne seraient peut-être pas forcément retombées. Donc, on vous protège. Les indications du respiratoire renforcé, comme je vous disais, c'est des tuberculoses. Alors, tuberculose, on a mis pulmonaire, parce que c'est vraiment des tuberculoses, il en existe plusieurs au niveau du corps. Nous, c'est vraiment la pulmonaire que l'on va venir mettre en précaution complémentaire. Et il y a aussi la suspicion. Parce qu'en fait, avant de mettre un diagnostic définitif de tuberculose, ça peut être plus ou moins long et il va falloir plus ou moins des examens. Ça peut être par simple crachat du patient ou alors ça peut être par des biopsies, ça peut être par plusieurs choses. Donc,
là, pour le coup, c'est important aussi, hein, quand on a un patient qui rentre parce qu'il a fait une radio au niveau des poumons et que la tête de la radio nous dit ah, ça pourrait être une tuberculose, dès qu'on a une suspicion de tuberculose, on met en précaution complémentaire. Parce que des fois, ça peut aller jusqu'à 40 jours avant d'avoir un résultat. Donc ça peut être très long, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de mettre la suspicion aussi. Si votre patient n'est pas en suspicion, qu'on découvre qu'il a une tuberculose, après, c'est le travail de votre cadre de recenser tous les patients qui ont été en contact, non, tous les soignants qui ont été en contact avec le patient, de savoir les temps de contact plus ou moins longs, plus ou moins prolongés. Après, ça part à la médecine du travail. Enfin bon, bref, c'est une grosse machine qui se met en place après si on oublie de mettre ces précautions complémentaires. On a aussi la rougeole. Et on a varicelle zona. Varicelle zona, pourquoi on met en respiratoire plus? Parce que les petites vésicules de la varicelle et du zona, elles sont petites, mais elles aérosolisent un petit peu ces petites vésicules-là. Donc c'est pour ça qu'on demande à ce que ce soit mis en respiratoire renforcé. Par contre, toujours pas de problématique, hein, on utilise la solution hydroalcoolique avant de mettre son masque, au retrait du masque, dans la chambre, pas de problème pour la solution hydroalcoolique. En termes de masque, donc le patient et la visite, le personnel et la visite, ils mettent un masque chirurgical bien avant de rentrer dans la chambre. Comme ça, on rentre dans la chambre, on est bien protégé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour notre masque FFP2 pour être sûr qu'il est bien mis? Très bien, le test d'étanchéité, hein, le fit check, je vous rappelle, c'est important parce que si vous mettez votre masque FFP2 mais qu'il y a des trous de partout, qu'il est plié, bon, bah en fait, ça ne servait pas à grand-chose. Et après, le patient, lui, quand il sort de sa chambre, quand il va passer sa radio, quand il va passer ses examens, lui, on lui met un masque chirurgical, d'accord? Parce que là, on n'a pas besoin de filtrer, on a juste besoin que ça ne soit pas transmis. Le voilà, notre fameux test d'étanchéité. Vous vous rappelez combien de temps on peut garder le masque FFP2? 8 heures, très bien. Donc, le port d'un appareil de protection FFP2 à usage unique pour le soignant et les visiteurs. Hein, oui, la visite, il est à usage unique. Avant de rentrer dans la chambre, après être sorti de la chambre pendant 8 heures, ça je vous l'ai dit. Le port du masque chirurgical pour le patient quand il sort de sa chambre. Ça, je vous ai dit tout ça. Donc là, pareil, comme tout à l'heure pour gouttelette, donc je me désinfecte les mains, je mets mon masque FFP2, je fais le test, je peux rentrer dans la chambre parce que mon test était OK, je prends en charge mon patient, là je ressors de la chambre, j'enlève mon masque, que je viens jeter dans le couloir, dans une poubelle noire, et je me redésinfecte les mains. D'accord ? En règle générale, là, avant de sortir de la chambre, on peut se redésinfecter les mains aussi. Hein. On ne sait pas trop ce qu'on venait de faire avant. Donc, on se redésinfecte les mains avant de sortir de la chambre. On enlève notre masque et après, on se désinfecte les mains. Il y avait une question. Oui, je voulais savoir si les gants sont recommandés ou pas. Non. Non, en fait, il faut comprendre le mécanisme de transmission pour vraiment savoir comment on se contamine. D'accord ? Donc, le contact tout à l'heure, c'était vraiment par contact direct avec quelqu'un. Où là, je ne veux pas que j'en ai sur mes mains pour le transmettre à d'autres patients. Le respiratoire et les gouttelettes, c'est des pathologies pulmonaires. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'elles viennent dans tes voies respiratoires. D'accord ? Même si tu avais une gouttelette de grippe ou une gouttelette de tuberculose sur ton bras, ça ne ferait rien. Parce que c'est des pathologies, il faut qu'elles soient au niveau pulmonaire pour pouvoir que tu sois contaminé. D'accord ? Sinon, ça ne ferait rien. Donc, c'est vraiment toujours de se poser la question de j'ai une pathologie, comment elle se transmet pour savoir comment je dois vraiment me protéger. D'accord ? Il y avait une autre question ou pas ? Oui. Vous avez dit que ça prenait 40 jours pour la tuberculose, ces gestes. Ça peut. C'est plus rapide. Parce que
Alors, c'est pas du tout le même tableau clinique. Hein. En règle générale, quand on suspecte une tuberculose, il y a d'autres symptômes associés. Tu as des radios pulmonaires qui sont faites. Enfin voilà, Et puis la grippe, tu as un autotest hein, qui est quand même assez rapide hein, pour mettre en place. Ça peut aller jusqu'à 40 jours en fait, mais il y a des fois où on met en culture un prélèvement et au bout de 40 jours, s'il n'y a rien poussé, on nous dit que c'est négatif, mais ça peut pousser et t'amener à être positif avant les 40 jours. D'accord ? Nous, à l'hôpital, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un service qui s'appelle le CLAT, le Centre de lutte anti-tuberculeux. Hein. C'est vraiment eux qui accompagnent les équipes, qui suivent les équipes. Hein. S'il y a quoi que ce soit, si vous hésitez, ah bah là, on n'est pas sûr, il y a eu tel prélèvement de fait, il y a eu tel truc de fait, le médecin me dit que c'est bon, c'est négatif, je peux tout lever, mais du coup, bah, je ne sais pas. Il ne faut pas hésiter à les appeler. D'accord ? Eux, ils sont là pour vous aider. Il y avait une autre question ? Je n'ai jamais su la définition du sigle FFP2. Eh ben, je le sais, mais là, maintenant que tu me le demandes, je le sais plus. C'est comme quand on me demande mon code de carte bleue, je le sais plus. Je vais réfléchir, après ça va peut-être m'en revenir. C'est toujours comme ça, ce genre de truc. Bon, et du coup, varicelle zona, c'est le dernier qu'on va aborder. Donc varicelle zona, je vous ai dit que c'était les petites vésicules, elles aérosolisent. Donc elles aérosolisent, on a un risque, nous, de nous contaminer au niveau respiratoire, mais c'est une petite vésicule, donc c'est une porte d'entrée, c'est une petite plaie, donc il y a un contact à mettre en plus. Ok ? Là, dans ces précautions complémentaires-là, on va les lever quand la croûte elle est bien sèche. Quand on sait que la croûte elle est finie, que ça va tomber, que c'est bien sec, si c'est sec, il n'y a plus de risque que ça aérosolise, donc on pourra lever les précautions complémentaires. D'accord ? Là, c'est un petit tableau qui résume les précautions complémentaires. Donc on a le respiratoire, on a dit la tuberculose, la rougeole, la varicelle zona. La tuberculose, je vous ai dit suspicion ou porteur avéré, pour lequel on va mettre les précautions complémentaires et qu'on ne lèvera que si on a une négativité des résultats, on pourra lever. Varicelle zona, on met en précaution et on lève jusqu'à temps que les croûtes soient bien sèches. Pour tout ce qui va être les respiratoires simples, la grippe, on est à 7 jours de précautions complémentaires, d'accord ? Sauf si le patient il est traité par Tamiflu, c'est plus rapide, mais en tout cas, on est à 7 jours. Le Covid, on lèvera les précautions complémentaires au bout de 8 jours, d'accord ? 8 jours du date de test positive et en étant sûr que le patient n'a plus de symptômes, d'accord ? Et pour lequel, là, on est sur des pathologies qui vont se transmettre via des grosses gouttelettes. Donc, c'est pour ça qu'on se protège avec un masque respiratoire. Pour ce qui est de contact et contact strict, la BMR, qu'elle soit urinaire, au niveau de la plaie, on peut aussi en avoir au niveau du sang, dans les hémocultures. Tout ça, à l'hôpital, lors de l'hospitalisation, on garde en place les précautions complémentaires. Qui égale, dès que le traitement est efficace, on pourra lever les précautions complémentaires. Le Clostridium, je vous rappelle, 3 jours sans sel, on pourra lever les précautions complémentaires. Les diarrhées infectieuses, ça dépend desquelles, mais on peut être sur les alentours de 48 heures. Là, dans ces cas-là, il faut nous appeler. Varicelle, on en a déjà parlé. Pour la BHRE, je vous rappelle, c'est un nombre de dépistages, on en fait 2. 5 jours, donc une dizaine de jours de précautions complémentaires, où après on pourra lever. Pour tout ça, vous avez une nécessité de mettre une affiche pour prévenir tout le monde, pour prévenir le bio-nettoyage et pour vous alerter de dire là, il y a quelque chose, je dois faire attention. D'accord ? On ne prend pas ça à la légère parce que derrière, il y a d'autres patients que vous preniez en charge et on ne veut pas que ces autres patients soient contaminés, qu'il y a une épidémie de grippe. Tous les hivers, on a des épidémies de grippe, des épidémies de gastro. Là, moi, dans les services dans lesquels je suis responsable, j'ai eu une grippe et j'ai eu une épidémie de gastro. D'accord ? Donc, on sait
Alors, il y a des fois, dans certains services, on a des patients déambulants. Donc, OK, on met peut-être le point d'interrogation sur un patient déambulant qui est sorti, qui a tout touché à tout. Donc, dans ces cas-là, on sera vigilant sur un bio-nettoyage du service plus régulièrement dans la journée. Mais on sait qu'il y a souvent des défauts au niveau des soignants, dans l'hygiène des mains et dans toutes ces choses-là. Donc, retenez bien que ces précautions complémentaires, elles sont vraiment là pour protéger les autres patients et pour vous protéger vous aussi. OK ?